il faut savoir qu'il y a 150 ans, on avait partout, rivières, sources, partout il y avait de l'eau, les puits étaient structurés. Donc les gens prenaient l'eau, ils faisaient leur construction ou leur production où il y avait l'eau. Hein, on n'avait pas de pompe, on n'avait pas d'électricité, etc. C'est un phénomène naturel qui est fait par le sol. Pour donner une petite image rapide, quand il pleut, l'eau qui rentre dans le sol, elle prend les minéraux du sol, mais elle prend aussi tout ce qui est magnétisme du sol et l'énergie tellurique du sol. Alors, magnétisme, on voit tous à peu près ce que c'est. En fonction des sols, le magnétisme est différent, hein, des régions, etc. L'énergie tellurique, si vous voulez, à chaque cascade d'eau, à chaque chute d'eau, dans le bas, vous avez un vortex, un tourbillon d'eau. Et le vortex, c'est 4 forces différentes. C'est centrifuge, centripède en bas. On voit la force centrifuge, la force centripède. D'extrogir. Donc l'eau tourne en tourbillon comme ça, mais elle tourne aussi sur elle-même et l'évogire à l'inverse d'une aiguille de montre. Donc c'est 4 forces qui s'annulent. Et ça, si vous voulez, ça démonte et ça remonte l'eau. Ce qu'on appelle une précipitation atomique, parce que l'oxygène, l'eau c'est 2 ions d'hydrogène, 1 ion d'oxygène. L'oxygène étant plus lourde que l'hydrogène, par centrifuge, ça décroche l'ion d'hydrogène et d'oxygène avec l'ion d'oxygène, ça les décroche. Et quand les forces s'annulent, ça raccroche. Et c'est là que le magnétisme rentre en jeu. Ça crée, c'est comme si les molécules d'eau se tenaient la main les unes aux autres, d'un point de vue électrique magnétique. C'est du nanovolt. Et cette eau, c'est pour ça qu'on parle de structuration d'eau, une structure, ou d'eau cohérente. Cette eau, elle a des propriétés qui sont très intéressantes. Elle a des propriétés physiques très intéressantes. Je vais vous expliquer après les intérêts de cette eau-là. Sauf que l'homme, depuis 150 ans, il a développé tous les réseaux électriques. Hein, Enedis, antenne relais, ligne haute tension, éolienne, antenne radio, j'en passe et d'autres, TGV. Transformateur. Toute la partie électrique. Donc, c'est développé, on en a de plus en plus. La Wi-Fi, la 4G, maintenant la 5, peut-être bientôt la 6, pourquoi pas, allez, on y va follement. Tous ces appareils ont des mises à la terre à 0 ohm, c'est l'obligation, et toute la pollution électromagnétique, parce que la pollution d'électricité, c'est la pollution électromagnétique, est mise dans le sol. Et cette pollution, ça veut dire que déstructure le champ magnétique entre les molécules d'eau. La pollution électrique, c'est une pollution d'électrons, ça surcharge l'eau et on perd les polarités de l'eau. On dit que l'eau devient bipolaire. Il n'y a plus de mâle-femelle, si vous voulez. Voilà. Et on perd des propriétés qu'on avait avant. Peu de gens savent ça. Le réseau électrique, c'est très bien qu'il pollue, mais d'un point de vue scientifique, on ne peut pas prouver. Il n'y a pas d'appareil aujourd'hui électronique qui peut prouver qu'il pollue. Donc, il se couvre derrière ça en disant en justice, on ne peut pas nous attaquer. En gros, c'est ça, quoi. Parce que ce n'est pas vérifiable. Par contre, les géobiologues connaissent bien, certains géobiologues électriciens connaissent bien le problème, ou les électroniciens connaissent très bien le problème. Hein, ce que c'est qu'un courant de torsion, courant électromagnétique, comment on peut les couper, etc. Et entre guillemets, excuse-moi, je te coupe, c'est un peu ceux qui connaissent aussi bien le problème, c'est aussi les chercheurs d'eau, par exemple. On a la relation, les chercheurs d'eau, on a la relation du fait que c'est le côté magnétique, électrique. Voilà, c'est la pollution électrique qui détruit la structure de l'eau. Ça la détruit pas à 100% parce que c'est quand même quelque chose qui est fait dans la nature. On en trouve encore quelques-unes naturellement dans des zones où il y a peu d'électricité. On trouve encore en haute montagne. J'en ai une dans le Maine-et-Loire, moi, à côté de chez moi. J'en ai une autre dans la Sarthe que j'ai trouvée parce qu'on les reconnaît. Elles sont faciles à reconnaître. Quand vous mettez les mains dans l'eau, vous avez l'impression d'avoir mis de l'huile sur les mains. Ouais. Essayez d'ouvrir votre robinet, de vous mettre les mains, de vous laver les mains qu'à l'eau, hein. Et de vous frotter comme ça, vous allez voir, c'est assez rêche. Vous faites la même chose une fois structuré, vous avez l'impression d'avoir mis de l'huile sur les mains. Vous avez changé le tensio de surface de l'eau. Ça fait des grosses gouttes au lieu des petites gouttes. Ça s'évapore moins. Donc, l'eau
un, elle s'évapore moins. Deux, elle reste au niveau racinaire, elle reste beaucoup plus au niveau racinaire. 3, les minéraux qui sont dans l'eau aujourd'hui, dans les eaux non structurées, l'assimilation possible est à peu près d'environ 5%. Une fois structuré, vous avez 95% des minéraux qui sont assimilables. Donc, ça permet une chose, du fait que ça s'évapore moins, que ça reste plus au niveau racinaire, ben, vous diminuez vos arrosages, minimum de 30%. C'est bien minimum, hein. Moi, je vais jusqu'à 50 chez certains. Minimum de 30%, et vous diminuez vos engrais. À peu près, on dit entre 30 et 40. Aujourd'hui, on était à 30, on a tendance à aller vers 40. Et les centres d'essai, hein, on travaille avec un centre d'essai Astrédor qui est neutre, c'est les horticulteurs qui financent. Voilà, c'est des fonds un petit peu publics et les fonds des horticulteurs. Eux, ils ont prouvé que sur du basilic, le basilic, donc une machine d'un côté, du basilic avec une machine d'un côté, l'autre côté l'eau normale, ils ont fait plus de rendement avec 50% de moins d'apport d'engrais en hydroponie. Donc l'avantage de l'hydroponie, c'est qu'il n'y a que ce qu'on apporte dans l'eau qui est assimilé par la plante. C'est les plantes qui sont dans l'eau là. Donc pour l'instant, on reste sur le terrain entre 30 et 40% de baisse d'engrais, mais on s'est aperçu que plus on baissait en engrais, plus c'était efficace. Plus on baissait en irrigation, plus c'était efficace. Il faut arriver, c'est ça la difficulté, arriver à diminuer. Il faut travailler quasiment en sol sec. Parce que de toute façon, votre échange entre la plante et les racines, si vous déracinez une vigne, un chou, etc., vous allez déraciner gentiment, vous allez voir des gouttes d'eau au pied des racines. Donc, il y a un échange qui reste permanent. Malgré que le sol soit hyper sec, vous pouvez avoir des racines qui sont très fraîches, très humides avec cette eau-là. On travaille vraiment qu'au niveau de la racine. On se fout de ce qui se passe autour du sol autrement. Alors, il y a des plantes qui l'expriment bien, c'est le chou, les choses comme ça, parce que l'irrigation du chou se fait en réalité par la feuille, beaucoup, parce que la feuille assimile aussi de l'eau. Vous êtes en goutte à goutte peut-être sur vigne. Tout à fait. Ouais. Donc, en goutte à goutte, on n'a pas les feuilles, mais on a déjà là, au moins les 30% d'économie d'eau. Il y a ce phénomène-là. L'eau, elle est légèrement désinfectante et légèrement antifongique, une fois structurée. Elle a un côté, des fois, je ne sais pas, vous rajoutez des fois dans les produits phyto du peroxyde d'hydrogène. Eh bien, l'eau, naturellement, crée du peroxyde d'hydrogène. Donc, elle est légèrement antifongique. Il y a plus d'oxygène dans l'eau. Et elle est plus mouillante. Dans les phytos, on utilise des fois des mouillants. Et bien là, naturellement, elle est mouillante. Donc, d'un point de vue mécanique, l'eau sur les phytos pénètre davantage la plante. Donc, côté fongicide, ensuite insecticide, surtout fongicide, eh bien, on peut diminuer assez fortement les doses. D'un point de vue mécanique, la diminution mécanique est d'environ 30%. Ça, c'est le premier effet. Mais on peut diminuer beaucoup plus que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une fois que vous avez les molécules d'eau qui se tiennent la main, il y a un effet de vide. On pourrait appeler ça un vide. Il n'y a pas vraiment de vide, mais il y a un vide. Et la seule chose qui peut rentrer et sortir, c'est des informations magnétiques. Ce que font mes producteurs, ils préparent la veille leurs produits phyto pour aller traiter, le veille au soir, parce qu'ils traitent surtout la nuit. Et ils font ce qu'on appelle des solutions mères. Ils mettent, par exemple, s'ils ont 10 hectares à faire, ils mettent la solution de 10 hectares moins 40 ou 50% du dosage, voire 60% du dosage. Ils la mettent 8 heures en contact avec l'eau. Une fois que cette eau est en contact avec le produit, l'information magnétique dans la nuit passe dans l'eau. Excusez-moi de vous couper. OK, on met le produit dans l'eau la nuit, 8 heures avant d'aller traiter. Ouais. Est-ce qu'on met la quantité nécessaire d'eau qu'on a besoin ou est-ce qu'on fait juste… Non, c'est une solution mère. Donc, c'est une plus petite quantité. C'est des petits bidons. D'accord. De 10 litres, 15 litres, 30 litres, ça dépend de la surface qu'on fait. Mais… Oui, mais après, quand on va la mettre avec l'eau qu'il faut réellement, en fait, si vous voulez, si par exemple, je vous dis n'importe quoi, je traite à 200 litres hectare, je prépare pour 10 hectares, il me faut 2000 litres de bouillie. OK?
Ouais, je prépare peut-être 100 litres de bouillie, c'est tout, 100 quoi. litres, et ces 100 litres, on les balancera dans les 1900 litres qu'il faut. Voilà, vous versez les 100 litres dans votre cuve et vous rajoutez l'eau qu'il vous faut si vous êtes à 200 litres hectares ou 50 litres hectares, parce qu'il y en a qui sont à 50 litres. Voilà. Ça dépend des pulvées, des systèmes, etc. C'est assez complexe. Hein. Et vous allez traiter avec vos moins 50, moins 60%. Moi, en arboriculture, qui ressemble un petit peu à la vigne, j'ai plus d'expérience en arboriculture. Les gars me disent, en gros, les meilleurs résultats, alors ça dépend des gars, mais les grandes lignes, c'est à peu près ça. Arboriculture, en sachant que l'arboriculture, ils sont très, très, très embêtés. Dans la vigne, vous êtes très embêtés, mais l'arbo, ils sont pas mal. On a beaucoup plus de choix en vigne qu'en arbo, ça c'est vrai. Voilà. Donc ils disent, parce qu'ils sont amusés à faire, ils avaient des parcelles, ils partaient à pleine dose et ils rentraient, ils remettaient de l'eau, donc ils rajoutaient 10% d'eau en plus, ils repartaient, ils retraitaient une partie de leur parcelle, ils revenaient, ils rajoutaient de l'eau, donc ils diluaient de plus en plus comme ça. Et ils ont su à quel niveau de dosage ils avaient les meilleurs résultats. Moi, on fait des tests comme ça, hein. Et en gros, la grande ligne en arbo, c'est moins 50% sur les fongicides, quel que soit le fongicide, et moins 40% sur les insecticides. Que ça soit du contact ou du… Oui, c'est beaucoup. Hein. J'ai de la grande culture, j'ai un groupe, on a un tout groupe… Tout en améliorant, là, c'est juste… Ah oui, on améliore le résultat. Et on améliore le résultat. On baisse le dosage, mais on améliore le résultat. Et plus on baisse, mieux ça marche. C'est bizarre. Hein. C'est assez bizarre d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être sur le bon dosage. Quand on a un bon dosage et qu'on fait du bon boulot avec dans les bonnes conditions climatiques, je te coupe, je dis à M. Noué quand même que tout ce que tu dis là, on est quand même sur des arguments. Moi, c'est que du terrain. Hein. Non, mais on est quand même sur des… Oui, c'est que du terrain, mais on est sur, on va dire, un reporting terrain où chez nous, dans la distribution, entre guillemets, on est sur du satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que ce que tu dis là, ce n'est pas un argument commercial. Je pense que c'est une logique. Travailler sur l'eau doit avoir des propriétés après qui font réagir la plante différemment. Oui. La plante réagit différemment, elle absorbe peut-être mieux ou moins de je ne sais pas, mais ça s'expliquerait un peu dans ce style-là, quoi. C'est incroyable de voir, surtout quand on déracine. Quand on creuse avec la pelle, on voit ces gouttes d'eau au niveau des racines qu'on ne voit pas autrement. Vous prenez une eau normale, vous ne voyez pas ce phénomène. Et là, on les voit. Ça fait des micro-gouttes au pied des racines et la plante, elle ne souffre pas. Hein. C'est incroyable. Hein. Il y a comme s'il y avait un échange entre l'eau et la plante. Et on arrive à économiser combien à peu près? Alors là, je suis sur du 40%, tout ce qui est en gros plein champ. Non, tout ce qui est… Excusez-moi, pardon, j'ai une bêtise. Tout ce qui est plein champ, que ce soit du maraîchage, grande culture, pommes de terre, on est à 30%. D'irrigation amont. Voilà. Hors sol ou horticulture, on est entre plutôt 40 voire 50% d'économie d'eau en pot. D'accord. Parce qu'ils ont une problématique, c'est qu'ils arrosent trop d'avance. Alors, ils sont pas bons. Il y a beaucoup d'erreurs de fait. Vous traitez l'eau d'irrigation en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. À la sortie de la borne. Voilà, de la borne, voilà, de la pompe. Ou juste après la pompe. Oui, d'accord. Et j'aime bien commencer par des essais chez les gars. Alors, ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des petites machines et des grosses machines. Et alors, je reviens un peu sur les phytos. Il y a un truc, une astuce aussi, même que vous pouvez faire dès ce soir chez vous. Si vous voulez déjà améliorer vos résultats phyto, il y a plein de choses à dire sur la vigne. On travaille avec les côtes rôties qui ont un R&D. On a remarqué une chose, pour améliorer la qualité de la pulvérisation, le tracteur est hors sol, le pulvérisateur est hors sol grâce aux pneus, et l'effet mécanique, la pompe qui tourne, la mécanique du moteur, les engrenages, tout ça, font de l'électricité statique. Ouais. La décharge que vous prenez sur la voiture l'été, quand elle charge, eh bien, ça perturbe les molécules de protéines de vos produits. Et le fait de mettre à la terre le pulvérisateur, le châssis du pulvérisateur,
Alors, donc, on se met souvent, on se met dans l'alignement des roues pour pas abîmer la culture. On soude une chaîne sur le châssis et qui touche par terre. Et on dépolarise complètement le pulvérisateur et le tracteur. Et en plus, les gars sont moins fatigués au tracteur. Il faut le savoir. Parce que la statique, ça fatigue. Mais c'est immédiat. Après, c'est une logique. Hein. C'est immédiat. C'est une logique. C'est une logique, ouais. On gagne entre 10 et 15% de produits déjà avec ce petite astuce. Je ne vous ai pas dit, mais je suis un très bon sourcier. Hein. Ah, ben voyez. Je deviens de l'eau et je deviens de la profondeur. Et tout. Ah. Ouais. D'accord. Bon, mon papa le faisait. Donc, alors, je vais vous expliquer moi ce qu'on dit. On fait aussi en élevage ou en arboriculture. En arboriculture et en vigne, on commence à le faire aussi. Comme les vignes sont sur des câbles métalliques, il y a des piquets pour les tenir. Je ne sais pas comment ça s'appelle tout ça, mais piquets. Puis après, il y a les câbles qui tiennent le truc, les vignes. Et quand vous avez des pollutions électriques d'Enedis, le transformateur qui peut être à 2 km de votre exploitation, la mise à la terre envoie 5 courants dans le sol, 5 pollutions de courant. Ce qu'on fait, on fait venir un géobiologue qui coupe ces courants de pollution pour arrêter de perturber la vigne. Donc, on met la machine, on arrête les perturbations électriques de chez Enedis. Après, où vous stockez votre vin, on met aussi un harmoniseur pour protéger les pollutions électriques du site, votre électricité à vous. Ça. Un harmoniseur, hein, je montre, c'est ça. Voilà. Si vous voulez, quand vous avez dans un bâtiment de l'électricité, des câbles qui suivent soit le bois, soit les pannes métalliques, ça charge l'eau de l'air positivement. L'électricité, la pollution électrique charge l'eau de l'air positivement. Et toute plante, tout être humain, tout ce qui est vivant doit vivre dans des zones chargées négativement. Donc, il faut dépolluer la partie positive Enedis. La partie positive, grâce à l'harmoniseur, on revient sur le négatif. Tout ça fait que globalement, ça se passe mieux dans l'exploitation. Que vous ayez des animaux, du stockage de vin, des choses comme ça. Voilà. Et il faut que vos citernes soient mises à la terre. Parce que si vous avez une citerne de vin, j'appelle ça des citernes, excusez-moi, ça s'appelle pas comme ça, mais une citerne pleine, une citerne vide, vous avez 2 potentiels électriques différents. Et vous pouvez avoir de la corrosion d'inox. L'électricité, c'est une pollution assez complexe. Et il faut tout mettre à la terre. Donc, les géobiologues qu'on a formés sont formés pour ça. Ils connaissent très bien la problématique. Et donc, il faut dépolluer. Que ce soit de la fraise hors sol, que ce soit de la tomate hors sol, que ce soit du maraîchage plein champ, que ce soit des volailles, que ce soit de l'agroalimentaire, parce j'ai un peu d'agroalimentaire. La vache laitière. Aujourd'hui, j'ai une confirmation pour vache laitière, vache allaitante. Et ils ont des problèmes sanitaires que personne ne peut résoudre. Donc, les gars viennent vers nous parce qu'ils ont entendu parler qu'on fait des choses pas comme les autres. Ils ont des animaux qui crèvent, les vétos ne savent pas pourquoi. Ils font des autopsies, ils ne trouvent rien. L'animal est mort de rien. Ils ont des sabots de vache qui se fissurent. Et quand tu vas chez le gars, tu arrives chez le gars, toi, tu arrives dans la ferme, tu ne connais pas. Il t'a appelé parce qu'il y a un voisin à lui qui a une machine et qui est content. Et il dit, tiens, vous faites le traitement de l'eau, ça m'intéresse, etc. Puis il t'explique toute son exploitation. Il t'explique tous ses problèmes. Puis tu regardes autour de l'exploitation, tu as 2 champs éoliens de chaque côté et tu as des transfos de l'autre côté. Ah bah là, tu peux dire que les animaux, c'est comme s'ils étaient dans c'est une prison pour animaux. Hein. C'est l'horreur. Hein. C'est pour ça que ça crève. Et pourquoi ça prend les petits, plutôt les veaux? C'est parce que c'est les plus sensibles. Voilà, tout ce qui est animal à 4 pattes est plus sensible. Comment? Les plus fragiles, les jeunes sont plus fragiles. Les plus fragiles, ouais. C'est impressionnant. Hein. Il y a des veaux qui naissent, 24 heures après, ils sont morts. Pour rien. Autopsie, il n'y a rien sur le veau. Nous, on a un souci sur l'exploitation par rapport à ça qui, je pense, est ce que vous vendez. Je pense que ça a pu en faire ses preuves. On a un gros problème, nous. C'est qu'en fait, on n'a jamais voulu rentrer dans des assurances récoltes. Et on est
n'est pas tout regroupé au niveau de l'exploitation. Nous, sur l'exploitation, on a, je crois, de mémoire, 13 bornes d'arrosage sous pression. Aïe, aïe. Ouais. Vous comprenez? Et ça, c'est un hic. Alors, l'exploitation est faite comme ça, c'est bien quand il grêle parce qu'on est touché qu'à un seul endroit. C'est bien quand il gèle parce qu'on est touché qu'à un seul endroit. Mais ça a aussi des inconvénients parce que, bon. Mais l'eau, elle vient du même bassin ou elle vient du même bassin, mais en fait, elle passe par une canalisation principale qui s'appelle le canal de Provence. OK? Et en fait, c'est vrai qu'il faudrait peut-être traiter le bassin à ce moment-là, parce qu'on reçoit l'eau par gravité. D'accord. Ah oui. À ces stations d'Endat. Donc, ils ont traversé le Luberon, ils ont pompé l'eau dans la Durance, il la renvoie dans des bassins en hauteur pour avoir de la pression par la hauteur. Okay? Et ils re-irriguent toute la plaine. Alors, je pense qu'une machine collective sortie de bassin, ça serait peut-être pas couillon. Je suis en train de travailler, par exemple, avec la SOR et Vendéo pour des bassins collectifs. Oui. Ça serait pas mal, ça peut-être. Puis ça coûterait pas cher. Au prix qu'ils nous vendent l'eau, le canal de Provence, je pense qu'ils pourraient peut-être investir un peu dedans parce qu'on morfle. Nous, on a commencé avec l'eau sous pression. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises. On a l'eau sous pression depuis 2010. De mémoire, ça fait 12 ans. On a commencé à 15 centimes le mètre cube. On est à 30 centimes aujourd'hui. Ah la vache! Vous êtes cher par chez vous. Eh oui. Alors, ils n'ont pas augmenté la location des bornes qui est. Il y a des bornes à 7 mètres cubes et demi, 15 mètres cubes, 30 mètres cubes, 50 mètres cubes, 100 mètres cubes, 150 mètres cubes. Là, il y a une location annuelle à payer. Et après, on paye la consommation. Et comme nous, on la pompe et qu'on la monte dans des bassins, eh bien, ils te disent que ça revient beaucoup plus cher, quoi. Enfin, au niveau du pompage, etc. Donc, ça, nous c'est vraiment... Aujourd'hui, sur l'exploitation, c'est un billet de 20 000 par an, quoi. Voilà, c'est un billet de 20 000 par an. Ça fait des sous. Et nous, on est petits, hein, je veux dire, c'est petit. Hein, ça coûte, il n'y a pas de canon, il n'y a pas... C'est que du goutte à goutte. Alors dans votre cas... Maîtrisé par des électrovannes, tout est maîtrisé par des électrovannes. C'est-à-dire que ça démarre à telle heure, ça arrose 2 heures, Voilà, c'est du maîtrisé, quoi. C'est pas j'ouvre et je ferme. La gestion de l'irrigation pour vous, pour vos cultures, faut arroser... Souvent, il faut arroser à peu près 25-30% de moins de temps. Et après, il faut éloigner les irrigations entre elles. Par exemple, si vous arrosez 2 heures votre vigne, il va falloir l'arroser que 1h20. D'accord. Et après, en faisant des coups de pelle dans le sol, vous saurez quand est-ce qu'il faut ré-arroser. Et vous verrez que si vous démarrez par exemple la location d'une petite technologie pour faire quelques rangs de vignes, comparé à ceux qui faudrait se mettre en cheville avec votre fournisseur d'eau et dire je lance un essai sur l'eau, est-ce que vous voulez m'aider à suivre? Et d'ailleurs, ils ont des fonds aujourd'hui pour faire ces essais-là, il ne faut pas l'oublier, et ils pourraient même vous soutenir financièrement. C'est ce qui se passe avec la SOR. Moi, la SOR paye tous les essais chez nous. Là, les pommes de terre de Noirmoutier, ils ont payé tout à 100%. Les gars qui suivent, la machine, ils ont tout payé. Et là, ils recommencent l'année prochaine avec les diminutions d'engrais. Là, on n'a vu que la diminution d'eau et on va faire les diminutions d'engrais l'année prochaine. D'accord. La prochaine saison de pommes de terre, Noirmoutier. Surtout que c'est de mémoire, la pomme de terre de Noirmoutier, c'est une récolte à plus-value quand même. Ah oui. Alors, j'ai pas encore les rendements de cette année, avec l'eau structurée par l'eau structurée. Donc, ils ont coupé les parcelles en deux. C'est fait sérieusement. La moitié de la parcelle structurée, l'autre moitié pas structurée. Et j'ai fait un peu de suivi, j'ai été voir, j'ai fait quelques trucs, etc. Et les producteurs, ils me disent, on arrose moins, c'est plus mouillé. Il dit, à la veille de remettre en route l'arrosage, il dit, c'est fou, c'est plus mouillé de votre côté alors qu'on a enlevé 30% de l'eau. Et ça, c'est quand tu le vois, tu comprends. Et là, tu comprends. Et ma réaction, le producteur a vu avant moi que c'était plus frais par rapport à l'autre. Et c'était marrant. J'ai dit, moi, ma réaction, ça a été, il ne faut surtout pas arroser aujourd'hui. Il ne faut pas remettre l'arrosage aujourd'hui. Il faut attendre 2-3 jours pour qu'on arrive vers le sec. Et c'est important d'arriver par le sec. Parce que quand on arrive par le sec, vers le sec, on libère la partie minérale. Vous voyez, c'est la gestion de tout ça. Et là, c'est très intéressant parce que plus on arrive vers le sec,
plus on tire un petit peu sur la culture. Il faut apprendre à gérer en tirant légèrement la culture. Là, je rentre dans la précision, hein, excusez-moi, mais moi, par habitude, à force d'en voir et d'en faire, ben, je comprends certaines choses. C'est-à-dire qu'on gère le mouillé, on ne gère plus le sec. Voilà. Ouais. Et il faut remettre en irrigation qu'à partir du moment que vous êtes sec. Parce qu'une racine d'une plante, alors en vigne, c'est peut-être un petit peu différent quand même, elle doit rester blanche nacre. Absolument. Si ça part dans le marron, léger marron, et puis marron foncé, alors je ne vous explique pas, c'est pas bon. On gère mal. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à force d'utiliser l'hygromètre, eh bien, tu sais quand il faut arroser, quand il ne faut pas arroser. Tu fais tes trous, tu mets ton hygromètre et tu sais quand est-ce qu'il faut arroser. Une fois que tu as écrit tout ça, tu sais ce qu'il faut faire. C'est pour ça que quand j'annonce moins 50 ou moins 30 en production, ce n'est pas un hasard. Je l'ai vécu, je sais ce qu'il faut faire. Et quand tu m'écoutes, tu fais 2 kilos de plus du mètre carré en tomates. C'est beaucoup, 2 kilos. Ouais, du mètre carré. Ouais. Oui, de toute façon, sur 4 hectares, quand tu es habitué à arroser un hectare de vigne à 4 heures, 4 fois 2 litres par goutteur tous les jours, ben tu passes tous les 2 jours, quoi, puis c'est fini. Quoi. Voilà, c'est une adaptation, faut surveiller. De vous-même, quand vous avez l'explication, de vous-même, normalement, les gars qui sont techniques, ils y arrivent. Il n'y a pas de problème. Est-ce que, David, tu peux parler de la partie de la fonction par rapport aux pathogènes? Ah oui. Alors, en vigne, ça tombe bien que j'ai un producteur de vigne. Alors, c'est pour ça que les côtes rôties, on nous a fait beaucoup avancer. Alors, les côtes rôties, comment? Il y a des moyens, là. Oui. Ah ouais. Ils ont un R&D, hein. Ils ont de la recherche. Ils sont super bons. Techniquement, ça tient la route. Hein. Mais quand ils sont impressionnants, les gars. Non, mais quand tu as une culture qui te rapporte de l'argent, oui. Tu tiens à évoluer, tu ne tiens pas à mourir. Hein. Ah bah oui. Bien que ça se continue. Ah bah oui. Mais voilà, que ça soit donc, dans la pérennité. Quoi. Les côtes rôties sont aperçues d'une chose. Quand la vigne démarre et se développe, quand il pleut, sur les premières feuilles, quand il pleut, la pluie du ciel, ils sont aperçus que la pluie était chargée en, on va dire, micro-polluants. Il y a de plus en plus de polluants dans l'eau, ce qu'on appelle les pluies acides. Hein, voilà. Et il y a des micro-polluants. Les micro-polluants s'accrochent autour des stomates. Par analyse, ils sont aperçus ça. Et empêchent le bon fonctionnement des stomates de la plante. Ça diminue la photosynthèse, ça diminue le fonctionnement des stomates. Donc, la plante n'est pas à fond de son potentiel. Premier effet. Deuxième effet, toutes les maladies se développent à partir de la pollution du stomate. C'est là que ça démarre. Troisième, ils sont aperçus qu'en mettant plus un tout petit peu, mais des dosages ridicules de… ah merde, j'ai oublié. Il y a deux dosages. Ils mettent du purin de prêle plus… ouais, je reprenne ça. Est-ce que je vais reprendre parce que je ne dis pas de bêtises. Attendez. J'ai ça où? Comment ils font leur processus? Ah oui, témoignage. C'est… Sachant que c'est protégé. Alors, purin de prêle et de l'arnica à 10% du dosage conseillé. Voilà, donc avec ce système-là, en faisant ça, à chaque pluie, il sort le pulvé avec l'eau. Alors, c'est quasiment que de l'eau, hein, parce que c'est tellement dilué les produits. Et ils ont diminué de 70, voire 80% sur les années, au moins 70% les phytos en vigne. 70% de phyto en vigne. Des passages, 70% des passages. Et ils ont diminué, on est rendu chez eux à 65% de diminution de phyto quand ils passent avec la phyto. C'est énorme. En vigne, c'est quelque chose. Attention, oui. Et ils maîtrisent le sujet, les mecs. Ah, mais qui maîtrisent le sujet, ok, d'accord, on est bien.
on est dans quelle région là? On est dans quelle région là? Côte-Rôtie en haut, tout en haut de Rhône. En haut du Rhône, là. Ouais, D'accord. ouais. Alors attention, hein. Pression maladie, ça n'a rien à voir chez eux et chez nous. Hein. Oui, La pression c'est ça. des C'est maladies. ça. Chaque région est différente. Attention. Il faut être prudent là-dessus. Oui. Il faut être prudent là-dessus. Enfin, moi, je ne vais pas vous apprendre votre métier, Mm. mais si on peut diminuer 65 là-haut, peut-être qu'on pourra diminuer que de 40 ici. 40, voilà, c'est ça. Ok. Moi, j'ai ce phénomène aussi en fonction des régions. Hein. Voilà. J'ai ça aussi. Il faut C'est ça, bien c'est expliquer normal. aux gens les régions, quoi, hein, parce que la pression de la maladie n'est pas la même. Hein. Ah là là. Ce qui est au Ben, idiome alors. chez nous, attention, hein. Il faut faire la gaffe. Hein. Parce qu'après, quand on l'a, on le garde. Hein. Et on a mal à la tête. Ah ouais. Elle le sait bien. Ben, là aussi, chez nous. Hein. Voilà. Donc, non, mais après c'est certain qu'on fait des économies. Mais forcément, que c'est des trucs. Et l'histoire d'arroser la Parler, vigne, d'arroser la vigne avec le pulvérisateur, là, en gros, il nettoie les feuilles. L'objectif, c'est de nettoyer les feuilles, quoi. Bien sûr. Parce que la solution, elle se branche aussi sur le pulvé. Tu as une solution qui se branche à l'arrivée d'eau et une solution qui se branche sur le pulvé. Sur le chargement du pulvé, ouais. Voilà. Ou la zone où vous chargez votre pulvé, sinon. Voilà. Ou la zone où tu charges. Un appareil, quoi. Un appareil, un petit appareil que tu mets sur le pulvé. D'accord. Voilà. Ça, c'est pas Ben oui, parce que ce qui fait que tu vas à la fois par l'irrigation et quand tu vas traiter, que tu vas utiliser le pulvé, tu vas en même temps irriguer les feuilles. Et par rapport aux stomates, c'est ça, il y a l'autotranspiration, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et cet appareil qu'on met uniquement au remplissage du pulvé suffit à réduire les doses de phyto. Oui. Cet appareil-là. Oui, le petit. Ouais. Même ça se demandait si on ne pourrait pas la mettre sur la pompe directement du pulvé. Parce que la pompe, elle a une rotation, Tout à fait. le pulvé. Ben, Ça n'a jamais été essayé, ça. Moi, j'y pense depuis un moment déjà. Ah ouais. Au lieu de faire sur le chargement d'eau, mais la mettre sur la pompe. Mais alors, à la limite, je pense que c'est pas bête ce que vous dites, parce que on aurait le traitement de l'eau au moment où on la met sur la vigne. Et plus on passe dans la machine, plus c'est efficace. C'est ça. Hein. C'était un peu On monte les unités bovices de la machine. À l'époque, quand le mec il traitait l'eau, là. Je ne sais plus quoi. Mais ça passait dans une espèce de machine à gaz. Non, mais ça, c'est un système de filtration avec un adoucisseur. C'est pas ça, là. Là, c'est pas ça. Là, c'est une machine sans consommable, sans entretien. Tu la poses, c'est terminé. Terminé, ouais. Il n'y a rien à faire. Hein. Sur la machine, une fois qu'elle est posée, elle est posée. Hein. C'est un vortex. Il y a une chose, je m'excuse aussi, comme vous êtes en goutte à goutte, c'est David, tu me dis si j'avais bien retenu ma leçon, mais là, on parle de l'eau du canal de Provence. On sait qu'on a une eau plus ou moins de calcaire et on évite tous les bouchages de. Ah oui. C'est vachement important ça, parce que c'est des kilomètres. Il nous envoie une merde, c'est affreux. Ah, c'est de pire en pire, le canal de Provence. De pire en pire. À Aix, tout le monde se plaint là-bas. Alors, j'ai dit, autrefois, le gars, il est passé, il y a combien de temps que vous avez pu nettoyer les bassins? Il y a 5 ans, le fond des bassins. Voilà. On a gueulé, ils l'ont fait. Ça allait beaucoup mieux, quoi. Mais vous vous rendez compte que des fois, on nettoyait le filtre. Hein, on nettoyait le filtre, une heure après, il était bouché. Mais colmaté, il y a des soucis, quoi. D'accord. Donc, vous trouvez dedans quoi dans ce colmatage? Il y a quoi? Des algues? Des limons. Du sable. Des limons? Des limons. Du sable. Oui, mais c'est des limons qui arrivent. On ne fera rien sur le sable. Mais c'est des limons qui arrivent de la Durance qui sont. C'est balancé dans ces bassins en hauteur. Dans ces bassins, il y a une décantation, ok. Et ça, quand ils rebalancent de l'eau, ça brûle, parce que quand il y a besoin de beaucoup d'eau, ils remplissent régulièrement pour avoir de l'eau, et automatiquement, ça remonte des limons, quoi. C'est un limon de sable très très fin. Voilà. Très fin, c'est ça. D'accord. Voilà. Mais on ne fera rien là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'il a raison sur le calcaire qu'on connaît tous, le blanc qui se colle partout, le calcique. Ouais. Là, il se transforme en aragonite, en talc. Et donc, non seulement il est assimilable par la plante, utilisable par la plante, et la plante se peut s'en débarrasser s'il y en a trop. Donc, même si vous avez des plantes qui n'aiment pas les parties calcaires, c'est pas grave, ça passe très bien. D'accord. Et vous n'avez plus de bouchage. Parce qu'au lieu que ce soit un blanc dur qui se colle, c'est une pâte. Et ça s'enlève tout seul. Et l'appareil est gros comment là, qui va sur la sortie de flotte aussi? Ça dépend de vos débits de pompe. D'accord.
Hein, il y a de la. Alors, 3 mètres cubes, 4 mètres cubes, 9 mètres cubes, 35 mètres cubes, 100 mètres cubes, 250 mètres cubes. Ça c'est les mètres cubes heure, hein, c'est ça? Ouais, heure, c'est ça. D'accord. Mais déjà, moi je dis que déjà, faire un essai sur Quelques le rangs. phyto, sur le phyto. Le phyto, ouais. Par contre, alors, diminuer les intrants, c'est bon pour la santé et pour le portefeuille. Donc ça, moi je suis toujours partant. D'abord pour le portefeuille parce que c'est immédiat et ensuite sur la durée pour la santé. Pour la santé, oui, Alors, bien sûr. L'avantage de ce système, c'est qu'en plus de ça, économiquement, on voit tout de suite le retour sur investissement. Parce que quand on économise 30% des intrants, on n'est pas du tout. On est beaucoup plus élevé. Minimum. Ouais, 30%, c'est minimum. Hein. C'est minimum. Hein. Tu vas de suite là, tout de suite. Il va passer à 40 tout de suite. L'obligation. C'est l'obligation, 30%. C'est l'obligation d'aller à 30, hein, tout de suite. Parce qu'il faut diminuer de 30, sinon on risque de griller les cultures. Surtout tout ce qui est désherbage. Alors, je ne sais pas si vous faites en vigne, vous ne faites pas beaucoup de désherbage. Le problème, c'est qu'un HBE3, il n'est pratiquement plus. Hein, oui, d'accord. Donc, vous avez peu de risques. Est-ce que vous utilisez des raccourcisseurs ou des retardateurs de croissance? Non. Parce qu'en arbo, on a ça. Non, pas du tout. Pas du tout. En vigne, c'est oïdium, milieu, botrytis. Oui. Voilà. Par contre, alors, ils ont sorti un produit en vigne. Alors, antibotrytis, j'ai des beaux exemples au terrain. Ouais. En antibotrytis, ils ont sorti des produits à base de levure qui s'appellent, je n'ai plus le nom en tête, mais qui est pas du tout chimique, qui marche très, très bien. C'est-à-dire qu'ils court-circuitent. Le botrytis, c'est un chancre, une pourriture. Hein. Et la levure est de la même famille. Donc, en fait, elle l'empêche de développer. Prend la place. Voilà. Vous devriez. Alors, on a une vidéo d'un producteur de. Alors, il fait fraises, kiwi. Kiwi, c'est sur les kiwis qui passent du botrytisme. Et il en parle bien, lui. Il en avait sur ses plants, ce qu'il avait planté de l'année. Et on a arrosé et terminé. Les plants sont repartis. Même ceux qui crevaient repartaient. D'accord. Et je lui mettrai avec la solution, je vais lui mettre du Panamène, Patrick. Oui. Alors, en plus de ça, il y aura un bon exemple très prochainement, et notamment sur la fraise plein champ. Ça va être très intéressant avec notre. On va lui mettre, mais je vais donner le bidon pour qu'en fait il couple avec le Panamène et je veux dire, les résultats vont être parce que c'est un biostimulant fertilisant. Il va se retrouver. On a déjà eu des retours, si tu veux, David, sur la Champagne, où on a des clients qui nous ont écrit en nous disant mais l'essai qu'on a fait avec le Panamène, on se retrouve avec une mise en performance en fait culturelle, plus de fermeté, plus de coloration, plus de tendreté, plus de conservation, plus de. Donc, oui, on a un témoignage. On a des témoignages, si tu veux, comme toi, qui sont reporting terrain. On explose les rendements. Hein. Pour le maraîchage, sur les radicelles, c'était impressionnant, hein, les témoignages qu'on a eus. Hein. Moi je vends toujours du raisin de table en ce moment. Je termine cette année, de frigo. Je fais 100% longue conservation. Parce que quand on est en campagne cueillette, notamment cette année, le raisin, il valait que dalle. Hein. C'était à la limite du vendable. Et il s'est vendu à des prix. Et il y en a, ils l'ont jeté tellement. C'était une catastrophe. Bon. Aujourd'hui, je vends du raisin frigo, on ne fait pas de miracle, on fait pas de miracle. En direct, parce que j'en expédie nous-mêmes. Je vends du raisin frigo aujourd'hui entre 3 et 3,40. Franco, chez le client. Ça pourrait être mieux, mais on est pas mal. Okay, pas mal. Hein. C'est mieux que quand à la récolte, tu te proposes 1 €, ou 1,20 € ou 1,50 €. Quoi, je veux dire, voilà. Donc, moi, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que dans mes frigos, je sorte un produit irréprochable. Et là c'est le cas. Hein. On a rentré du raisin qui est gustativement très bon, qui était très noir. Voilà, donc avec un taux de sucre très élevé. Donc, on a une conservation magnifique. Hein. Très beau. Voilà, très beau. On a à peine un pâlissement de la rafle, un vert plus pâle, parce que ça a 2 mois de cueil, hein, c'est normal. Hein.
Et voilà, quoi. Donc, moi, le but, c'est ça, c'est d'essayer un peu d'arriver hors saison pour tirer un peu ces billes du feu, quoi. Voilà. Avec le Panamène, David, on est à peu près entre 5 et 10% de production en plus et à peu près à 15 jours ou à 3 semaines de rallongement en fait de production du. Tu parles sur quelle production? Quasiment tout. Parce qu'on a fait les essais, on a fait les essais en arbo, on a fait les essais en maraîchage. Je me rappelle plus si Mika il avait fait les essais sur la vigne, Patrick. Je sais plus. Tu l'appelles comment le produit? Panamène. Panama. Mais je t'enverrai la fiche technique, David. D'accord. En fait, c'est une roche volcanique. Volcanique complètement naturelle, donc c'est 100% naturel. Ouais. Et c'est une espèce ça se transforme en farine très blanche. Et c'est très pénétrant. Et en fait, c'est des racines qui se nourrissent. Voilà. Tu gagnes en feuillage. Et bon, sur la tomate, c'est des rendements à 30% en plus, hein, constaté. Et sur la fraise. Tomate au sol, pas de la tomate hors sol. Sinon tu révolutionnes la tomate hors sol. Tomate, exactement. Ouais. C'est pas la tomate hors sol. Hein. Non, mais on l'a essayé sur le poivron, sur la tomate, sur la mâche. Sur le poivron, c'était impressionnant, ouais, les résultats qu'on a eus. Ouais, non, c'est si tu veux, moi je dis entre 5 et 10. Sur de la fraise au sol, je suis à doubler les productions. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 4 tonnes de fraises, il fait 8 tonnes. C'est clair. Fraises au sol, pas hors sol, au sol. 4 tonnes, tu passes à 8 tonnes. Et c'est mes moins bons résultats. J'ai mieux que ça. Hein. J'ai 3 fois la production. J'ai les coteaux nantais, qui sont très connus dans le bio. On a triplé la production. Alors, pour dire, hein, pour faire une petite précision, c'est que ce résultat-là provient à la fois on va dire, de la réduction des écarts qu'il y a entre le premier choix et les écarts, et de la réduction qu'il y a entre le premier et le second choix. C'est-à-dire qu'on fait remonter, si tu veux, la production vers le premier choix. Hein. Donc, c'est ça. Pour pas que les gens croient que... voilà. Hein. Mais il faut le mieux vendu, c'est le premier choix. Donc, il faut sortir le maximum de premiers choix. Bien sûr. Hein, parce que la fraise pour la confiture, on s'en fout un peu. Quoi. Alors, un exemple, tu me dis si je me trompe, David, on est à 87% en fait sur le premier choix. Oui, c'est ça. Hein? Et 200% sur le... non, attends, j'ai plus les chiffres anglais, mais ça double les rendements. On double quasiment. Et on a quasiment plus de second choix. Oui. Ouais. Oh. Que de la belle fraise. J'ai même trouvé des fraises de 120 grammes. Est-ce que vous avez un peu des demandes en cerise au niveau national sur la cerise? Est-ce qu'on vous demande quelque chose ou pas? Non, la cerise, j'en ai il y en a équipé dans le Lot-et-Garonne. Moi, cette année, ce que j'ai entendu, c'est fabuleux. Moi, j'adore cette façon de faire parce que on n'empoisonne personne, on cherche à récupérer des avantages dans des choses qu'on a. Exactement. C'est des choses qu'on a. Et il faut récupérer des avantages. Et puis, il connaît la transition écologique, puisqu'en fait, il est dans une démarche HVE. Tu mets cette machine, tu es dans ton HVE tout de suite. Plein dedans.